Très heureux, d'une part, de vous accueillir et puis de vous présenter brièvement le conférencier de ce soir, d'autant plus heureux que il s'agit non seulement d'un scientifique, mais aussi d'un membre de l'administration de notre académie. Antoine Atou est en effet secrétaire adjoint de deux classes de l'académie, la classe des sciences et la classe technologie et société. Donc, il est vraiment très bon que le personnel de l'académie ait aussi une vie scientifique. C'est le cas d'Antoine, qui est docteur en archéologie de l'Université libre de Bruxelles, sur un sujet qui n'est pas tout à fait celui de la conférence de ce soir, mais qui était quand même un sujet de céramique grecque et qui étudiait les rapports entre l'Ionie, donc l'actuelle côte égéenne de la Turquie, et la cité d'Athènes à travers les ateliers de peintres et de potiers. Il avait auparavant obtenu une licence en histoire de l'art et archéologie à l'Université catholique de Louvain. Donc c'est déjà un grand signe d'ouverture. Il était passé de l'UCL à l'ULB. Et il retourne d'une certaine manière. Alors, à l'UCL, il avait écrit un mémoire sur la fortune de la collection de moulage de l'Université catholique de Louvain, sous la direction de Marco Cavalieri. Et ce mémoire a donné lieu à une étude, à un article publié, parce que ça a continué à l'intéresser, et ça l'a même intéressé aussi à l'ULB, parce qu'il a été sollicité pour un livre sur les collections de moulage de l'ULB. Effectivement, toutes les universités de Belgique avaient une collection de moulage avant que nous n'ayons toutes ces belles projections. On enseignait l'histoire de l'art, et surtout dans la tradition allemande. En France, l'une des plus anciennes collections de moulage est celle de l'Université de Strasbourg, et ce n'est pas un hasard. On enseignait l'histoire de l'art sur des moulages, et c'est la raison pour laquelle on a encore de grandes collections, et parfois avec des pièces extrêmement prestigieuses. Si jamais vous retournez dans le grand hall des marbres de l'Université libre de Bruxelles, qui donne sur la Franklin Roosevelt, et qui est le hall des marbres et non pas le hall de marbre. C'est le hall des marbres parce que c'est là qu'étaient installés les moulages, donc les moulages reproduisant les marbres. Et il y a encore un magnifique moulage, en fait une galvanoplastie du Zeus du Cap Artémisione, qui est merveilleux, et puis qui était aussi un symbole de mai 68, puisque ce Zeus du Cap Artémisione avait reçu une décoration par les étudiants en mai 68. La Grèce a toujours été au cœur de toutes les défenses, et notamment de la démocratie. Et donc, Antoine, après s'être intéressé au moulage, s'est intéressé à la céramique grecque, et il continue à s'y intéresser sous différents aspects. D'abord par ses études sur les commerces et les échanges méditerranéens, aussi parce qu'il est en charge de la publication des collections de céramique des universités catholiques de Louvain, Louvain-la-Neuve et Louvain-la-Veuve. Et donc, c'est une manière de reconstituer ces collections qui ont été séparées en 68. Et il le fait dans le cadre d'une grande série qui a été lancée après la Première Guerre mondiale, dans le cadre de l'Union académique internationale, dont d'ailleurs l'Académie royale de Belgique exerce le secrétariat général depuis cette époque, et le Corpus Vasorum Antiquorum est la première grande publication lancée par notamment Edmond Potier, qui était à l'époque conservateur au Louvre, dans le cadre de l'Union académique internationale. Et c'est Antoine qui,
à travers l'Académie, sera chargé de publier cette collection dans ce que nous appelons le CVA, donc dans ce Corpus Vasorum Antiquorum. C'est aussi un céramologue de terrain. Il a beaucoup travaillé sur des sites, il a fouillé, mais il a aussi étudié du matériel et il étudie encore le matériel de plus en plus intéressant, n'est-ce pas, Antoine, de la fouille d'Itanos en Crète orientale. Antoine a beaucoup voyagé dans sa vie, avant même d'entamer ses études à l'université. Il est allé à Cusco, au Pérou, pour travailler dans le musée de Cusco, et puis il a entamé ses études. Et pendant ses études, il a passé un semestre à l'université de Catane. Il parle bien l'italien et il a tellement aimé l'Italie qu'il est retourné ensuite. Il est retourné au Collegio dei Fiamminghi à Bologne. Donc il a eu une vie internationale avant de devenir donc assistant à l'Université libre de Bruxelles. Il a fait sa thèse, et puis maintenant, secrétaire adjoint des 2 classes, des sciences et technologie et société. Je voudrais remercier les académiciens et académiciennes de ces 2 classes qui font le plaisir, en plus de notre président, d'assister à la conférence d'Antoine, et qui, je pense, est un témoignage du plaisir que les académiciens ont à bénéficier de son œil bienveillant et de son administration des 2 classes. Voilà, pour vous présenter Antoine, à qui je cède maintenant tout à fait la parole avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci à tous d'être présents ce soir. Et donc, comme vous l'avez compris, on va parler d'une partie de ma thèse, aussi d'échange, de commerce. Donc, j'ai intitulé cette présentation « Athènes à la conquête de la Méditerranée ». Donc, il y a une partie des résultats de ma thèse, j'ai un petit peu agencé un peu différemment les choses, sinon je crois que j'aurais pas tenu l'auditoire pendant une heure. Mais voilà, on va parler surtout donc de céramique grecque, en particulier de céramique attique. On va parler aussi surtout du 6e siècle avant Jésus-Christ. Au sein des céramiques que je voudrais examiner avec vous ce soir, je voudrais parler de toute une série de phénomènes qui se développent, des phénomènes d'adaptation, donc des potiers athéniens qui transforment leur production pour s'adapter à des demandes étrangères. Et c'est ça que j'en dis pas plus, on va voir ça ensemble. Et évidemment, tout ça est aussi lié à des réseaux commerciaux, et donc on va aussi parler dans ce cadre du commerce. Alors, donc très concrètement, je voudrais juste faire un... Hop. Enfin, pas ce qu'il y a en dessous, alors. Je vais faire une catastrophe. Voilà. On va faire ça comme ça. Oh. Très bien. Donc très concrètement, je propose d'abord de dresser rapidement un cadre général. Qu'est-ce que le 6e siècle, le monde grec, le monde méditerranéen au 6e siècle, pour un petit peu dresser le cadre général, un petit peu mettre les bases sur lesquelles on va pouvoir après présenter différents cas de figure. Et donc après, je présenterai les différents cas de figure pour voir un petit peu ces différents phénomènes d'adaptation que je voudrais voir avec vous, qui sont variés, qui sont complexes. Et après, on va essayer aussi de poursuivre la discussion avec quelques questions un peu plus transversales. Mais donc, tout de suite, donc le monde méditerranéen au 6e siècle, et pour commencer, la Grèce propre. Donc au 6e siècle, on a l'habitude de parler d'un monde extrêmement morcelé. Donc le territoire qui correspond aujourd'hui à la Grèce est vraiment morcelé à la fois sur le plan politique et à la fois sur le plan culturel. Donc sur le plan politique,
on a plein de petites cités, de petites entités qui ont chacune leur système politique propre. Parfois, souvent, ce sont des cités-États, mais pas nécessairement toujours. Je vous ai mis quelques exemples, mais il y en a des milliers d'autres. C'est vraiment les plus importantes qui sont présentées là. Et sur le plan culturel, en fait, la situation est similaire. Alors même si globalement, la plupart de ces régions, dans la plupart de ces régions, on parle grec, il y a différents grecs, il y a différents dialectes. Dans les textes, on présente aussi les individus en mentionnant en général de quelle région il vient. Donc c'est vraiment un marqueur très important au VIe siècle. Il n'y a pas vraiment d'unité dans tout ça. Alors, quand on examine les productions matérielles, évidemment la céramique est un des témoins les plus clairs pour ça. Eh bien, chaque région a un petit peu ses styles différents. Et donc, par exemple, à Sparte, on produit beaucoup de coupes, pas seulement, mais beaucoup de coupes de ce type-là. C'est très différent de ce qu'on produit à Corinthe. En général, ce sont des plus petits vases avec des décors animaliers. Et c'est aussi très différent de ce qui se produit à Athènes ou en général. C'est plutôt des vases plus grands avec des décors plus narratifs, plus complexes. Ça, c'était pour la Grèce propre. Si on dézoome un petit peu, eh bien, à l'échelle de l'ensemble de la Méditerranée, on a une situation un petit peu similaire. Donc, partout autour de la Méditerranée, ou presque partout, on a plein d'établissements grecs. Les Grecs se sont un petit peu installés partout, parfois sous forme de petites cités-États. Parfois, ce sont simplement des comptoirs commerciaux. C'est pas vraiment on ne peut pas appeler ça des entités politiques en tant que telles. Par exemple, à Graouiska, en territoire étrusque, ou à Nocratis, en Égypte. Alors évidemment, toutes ces cités, tous ces établissements, ils sont installés aussi sur des territoires qui sont occupés par d'autres peuples qui sont non grecs, si on peut dire ça comme ça. Juste, je viens de parler de l'Égypte. Bon, évidemment, ici, il y a le royaume égyptien, par exemple, en Turquie actuelle. Derrière les cités qui sont installées le long des côtes, on a des grands royaumes anatoliens, comme le royaume lydien, le royaume phrygien. Voilà, on pourrait continuer la liste, mais voilà, il y a énormément de peuples tout le long de l'Italie, le long de la Sicile, etc. C'est impossible de tout citer. Et évidemment, toutes ces cités qui sont installées sur des territoires étrangers ou qui sont voisines avec des cités, avec des royaumes étrangers, eh bien, elles ont aussi leur propre culture, leurs propres particularités. Elles entretiennent aussi parfois des relations étroites, ambiguës avec les royaumes voisins. Donc on a aussi à l'échelle de toute la Méditerranée une impression d'un monde très morcelé, mais en même temps c'est aussi un monde interconnecté parce que au milieu de tout ça on a la Méditerranée qui est un immense vecteur de connexion. On a toute une série de réseaux qui se mettent en place et qui vont venir relier toutes ces entités plus ou moins indépendantes. Et donc, on a du commerce qui se développe depuis au moins le 8e, 9e siècle, et au 7e, 6e siècle, ce commerce est de plus en plus florissant, et on arrive au 6e siècle où on a des produits qui traversent la Méditerranée de part en part et qui viennent aboutir dans toutes ces régions autour de la Méditerranée. Alors juste un témoignage de tous ces commerces. On retrouve des épaves, alors je n'ai pas mis d'illustration. Je vous ai déjà parlé de ces comptoirs commerciaux de Graouiska par exemple, de Nocratis, qui sont déjà un témoignage en soi de ces échanges commerciaux.
On y trouve énormément de céramique qui vient de partout, des céramiques grecques, mais pas seulement. Une autre illustration de tous ces échanges, si on veut, c'est la présence dans certains grands sanctuaires en Grèce, comme celui de Samos, de productions qui viennent des quatre coins de la Méditerranée. Donc à Samos, donc, évidemment, on trouve des céramiques grecques. On trouve aussi des choses qui viennent d'en dehors du monde égéen. On a quelques canthares étrusques. On a beaucoup de petits bronzes égyptiens, aussi des faïences qui viennent du nord de l'Égypte. Il y a aussi des interactions artisanales qui se font. Il y a des faïences qui sont produites également dans la région de l'Ionie du Sud grâce à ces interactions. Voilà, on a aussi des choses qui viennent de plus orientales, de cette région à la frontière entre la Syrie et la Turquie actuelle. Alors, je profite aussi de cette slide pour dire qu'aujourd'hui, on va parler un peu plus particulièrement de céramique, mais au VIe siècle, dans l'Antiquité, il y a énormément de produits qui circulent, mais on ne les a pas tous conservés. Il y a des produits périssables, de l'huile, du vin, mais aussi des matières premières, du bois, c'est pas un produit périssable en soi, mais le métal circule énormément. C'est un produit très prisé, mais on le recycle beaucoup, donc il a souvent disparu de nos jours. Et finalement, dans tout ça, la céramique est quand même même si c'est seulement une partie de tous ces échanges, ça nous donne quand même, ça nous permet d'entrevoir aussi tout ce qui se passe à travers la Méditerranée. Alors, et Athènes, dans tout ça, au VIe siècle, après on va arrêter cette petite introduction. Athènes, dans tout ça, eh bien, au VIe siècle, c'est un peu une étoile montante, si on peut dire. Avant le VIe siècle, ce n'était pas vraiment une cité qui se démarque très fort. Et tout au long du VIe siècle, elle va connaître un essor important. Et puis au Ve siècle, c'est vraiment le siècle de Périclès. Tout le monde connaît l'Acropole, etc. Ça, c'est le 5e et le 4e siècle, c'est la période classique. On est juste avant ça. Et cet essor, il se voit à travers les productions céramiques. Athènes commence à produire des céramiques en grande quantité, de grande qualité, qui sont exportés un peu partout en Méditerranée, même partout en Méditerranée, et dans des quantités qui sont jusqu'alors inégalées. Au début du VIe siècle, il y a des productions d'Ionie, donc ici, cette région-là, d'Ionie, de Laconie, le sud de la Grèce, qui sont exportées dans différentes régions de Méditerranée, mais en relativement petit nombre. Athènes va vraiment bouleverser la situation et exporter en nombre beaucoup, beaucoup plus grand. Alors, rentrons un petit peu maintenant dans le vif du sujet. Donc, au VIe siècle, avec cet essor du commerce et des exportations de la céramique grecque, on voit apparaître au sein des productions attiques des phénomènes d'adaptation qui sont vraiment particuliers et intéressants à examiner. Un des cas emblématiques de ces adaptations, c'est le cas des amphores nicosténiennes. Donc, on les appelle ces amphores nicosténiennes parce que elles sont pour la plupart associées à l'atelier d'un certain potier qu'on appelle Nicosténès. Donc, il a signé certains de ses vases et donc on connaît son nom. Quand ces amphores apparaissent, plus ou moins au milieu du VIe siècle avant Jésus-Christ, dans la deuxième moitié du VIe siècle, on a l'impression qu'elles apparaissent, quand on regarde les productions attiques, un petit peu de nulle part. On se demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a bien pu passer dans la tête du potier pour inventer une forme pareille. Alors, il y a des choses qui sont très bizarres pour les productions attiques. Par exemple, ces côtes qui viennent rythmer horizontalement la panse du vase. Ça, c'est inconnu dans les productions attiques.
Les anses sont des anses plates. Ça aussi, c'est quelque chose que les Athéniens ne font pas du tout. Alors, c'est cette forme, donc qu'on appelle l'amphore nicosténienne, du coup, elle a été produite en relativement grand nombre et la quasi-totalité de ces amphores a été retrouvée à Caere, en Italie, en Étrurie méridionale, et plus particulièrement à Caere, à Vulci. Pourquoi? Eh bien, quand on regarde ce qui se passe en Étrurie, eh bien, on a vite une réponse. En Étrurie, on a cette production-ci qui est contemporaine de celle-là. Donc, ce sont des amphores en bouquero. C'est vraiment la céramique typique de l'Étrurie. C'est une céramique fine. Et on retrouve toutes les caractéristiques qui sont particulières, qui font la particularité de cette forme. On retrouve les côtes, on retrouve ces anses plates, etc. Et en fait, donc cette amphore-là est plus ou moins contemporaine à celle-là, à la grosse louche, mais toutes ces caractéristiques sont très présentes dans les traditions étrusques, et ce depuis le 7e siècle avant Jésus-Christ et même au-delà. Donc ici, on a quelque chose de tout nouveau qui tombe d'une météorite et qui apparaît comme ça dans la céramique attique. Et de l'autre côté, on a une production qui est vraiment ancrée dans les traditions étrusques. Et toutes ces productions attiques vont vers l'Étrurie. Et donc, manifestement, il y avait un intérêt pour les ateliers attiques de rencontrer une demande du côté de l'Étrurie pour cette forme. Voilà, donc on est donc dans une série athénienne spécifiquement fabriquée pour l'exportation en relativement grand nombre vers l'Étrurie et même en particulier l'Étrurie méridionale. Et la forme est justement adaptée à celle des amphores étrusques qui sont produites dans cette région de l'Étrurie. Alors évidemment, ce cas de figure, c'est un peu un cas d'école, mais il entraîne toute une série de questions. Est-ce que le cas des amphores nicosténiennes est un cas isolé? Est-ce que les ateliers athéniens s'intéressaient uniquement à l'Étrurie? Est-ce que ce type d'adaptation est uniquement visible dans les productions de l'atelier de Nicosthènes? Est-ce qu'il y a d'autres ateliers impliqués? Et comment les ateliers athéniens ont pu identifier comme ça des modèles exogènes utiles pour adapter? Qu'est-ce qui leur a donné l'idée d'adapter des formes étrangères comme celle-là? Je vous propose un deuxième cas de figure et après un suivant pour apporter des réponses, j'espère, nuancées à ces différentes questions. Alors, le deuxième cas de figure, ce sont les amphores à colle de type standard. C'est un nom un peu technique. Donc, ce sont des amphores qui sont... Donc, on parle toujours de céramique attique, athénienne. C'est des amphores qui sont produites grosso modo à partir du milieu du VIe siècle. Et elles sont, comme tout à l'heure, elles ont d'emblée des caractéristiques qui sont un petit peu étrangères aux productions traditionnelles attiques. Par exemple, autour des anses, on trouve des grands décors comme celui-ci, des grands complexes de volutes avec entre les volutes des lotus ouverts, des palmettes, etc. Au niveau de la forme est aussi spéciale. On a une forme avec un épaulement très marqué ici, donc la panse n'est pas ovale, elle est vraiment ici pratiquement le bout de l'épaule est pratiquement horizontal. Alors il y a plein d'autres particularités, mais on va retenir ces deux-là. Ici, je vous donne des exemples d'amphores qui sont produites un petit peu avant le milieu du VIe siècle ou de manière contemporaine et qui s'inscrivent plutôt dans les traditions attiques. Alors souvent, on a des amphores qui n'ont pas de col, ou alors quand elles ont un col, elles ont vraiment une panse allongée, presque comme un ballon de rugby, et les anses ne sont pas du tout les mêmes.
Alors, je ne parle pas d'un exemplaire unique, hein. Il y a plusieurs amphores de ce type-là. Là, je vous propose 2 amphores qui sont probablement dans les toutes premières générations de ces nouvelles amphores à épaulement, on va dire. Après, tout au long de la deuxième moitié du VIe siècle, ces amphores vont devenir une forme très fréquente dans la production attique, au point qu'on les appelle aujourd'hui le type standard. Alors, le nœud du problème, il est là, c'est que, grosso modo, au même moment, en Ionie, donc du côté de la Turquie, juste en face d'Athènes, on a ce type d'amphore qui est produit. Alors, on retrouve, donc, encore une fois, comme tout à l'heure pour les amphores nicosténiennes, toutes les caractéristiques qui font la spécificité de ces vases sont communes. On retrouve l'épaulement très marqué, la même forme des anses, donc ça c'est pour le point morphologique. Au niveau décoratif, on a la même organisation du décor et on retrouve ces grands ces grands complexes de volutes et ces réseaux de palmettes. Alors évidemment, la question, c'est qui précède qui. Et là, il y a un petit problème dans la littérature aujourd'hui. Le problème, c'est que ces amphores ioniennes, elles sont produites en Ionie du Sud plus particulièrement. On les appelle aussi les amphores du style Fichelloura ou les amphores Fichelloura directement. Leur chronologie n'est pas toujours très assurée. Il y a beaucoup de discussions à ce sujet. Et donc certains pensent qu'elles sont produites assez tôt dans le VIe siècle, dès la première moitié du VIe siècle. D'autres estiment qu'elles sont produites un peu plus tardivement, dans la deuxième partie du VIe siècle. Et donc, on ne sait pas trop si elles sont produites avant nos amphores attiques ou après, ou à une période équivalente, de manière contemporaine. Et du coup, on ne sait pas trop dans quel sens vont les jeux d'inspiration. Alors, je vous livre mon opinion sur la question. Alors, mettons de côté ces amphores du style Fichelloura, qui sont produites, disons, au milieu du VIe siècle. Et regardons un petit peu ce qui se passe dans les autres productions de la même région, bien avant, dès le 7e siècle, dès le début du 6e siècle. On retrouve des ornements qui sont tout à fait ceux qui se trouvent ici. Donc c'est encore une fois, hein, c'est réseau de volutes qui intègrent des palmettes et des boutons de lotus. On retrouve des formes qui ont un épaulement très marqué. Ici, je présente sur une amphore, mais aussi sur des énochoés, parce que en Ionie, on produit beaucoup d'énochoés qui ont un épaulement aussi très marqué. Et là, je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai pris cet exemple-là, parce que ce n'est pas là où l'épaulement est le plus marqué. Mais voilà, donc tous ces éléments morphologiques ou décoratifs qui sont ici très spécifiques sur cette amphore attique, qui n'ont pas vraiment d'antécédents à Athènes, eh bien, dans les céramiques ioniennes, on les retrouve. Ce sont vraiment des caractéristiques qui sont ancrées dans les traditions céramiques ioniennes, et ce, depuis le début du VIe siècle. Donc, même si on dit que ces amphores-là, attiques, ne sont pas inspirés par ces amphores de style Fichelloura, il est indubitable que ces amphores attiques de type standard comportent, dès les premières productions, énormément d'éléments qui s'inspirent des traditions de Grèce de l'Est. Donc je pense que cette situation-là est très claire. Et donc ici, je vous donnais l'exemple d'une amphore, et tout à l'heure, ça vaut aussi pour celle-là. Il n'y a pas de différence. C'est 2 ateliers différents qui ont produit ces 2 amphores-là, mais les sources d'inspiration sont les mêmes.
Alors, c'est bien beau d'identifier ça, mais il faut aussi se demander pourquoi les ateliers athéniens se sont mis à produire ceci. Alors, j'ai essayé de regarder la distribution de toutes ces amphores de type standard. Alors ici, ici, ce sont deux graphiques qui reprennent, en tout cas qui essayent de reprendre l'ensemble des amphores à colle de type standard. Je vous ai dit que c'était une forme qui, plus on va avancer dans le VIe siècle, plus va être produite fréquemment et en série. Et donc, il y a un très grand nombre d'amphores qui ont été produites. Et vous voyez que 70% de ces amphores ont été retrouvés en Étrurie, 15% en Italie et en Sicile. Donc, 85% a été retrouvé en Italie actuelle, contre seulement 9% dans le bassin égéen. Et si on regarde Athènes, c'est seulement un tiers des 9%. Donc, c'est 3% de ces amphores à colle ont été retrouvés à Athènes. Alors, évidemment, ça pose question. Alors, évidemment, on peut dire aussi que en Étrurie, on a trouvé énormément de vases grecs. Et donc, peut-être qu'il y a un biais, peut-être que tout ça est simplement causé par l'état des connaissances archéologiques. Mais je pense que, évidemment, on peut douter peut-être de ça, mais il y a d'autres arguments qui nous poussent à dire que ce n'est pas un hasard si les chiffres sont là. Pourquoi l'Étrurie? Pourquoi on trouve autant d'amphores attiques de ce type-là en Étrurie? Eh bien, quand on regarde les productions céramiques qui convergent vers l'Étrurie, eh bien, on trouve dans toutes ces productions qui viennent d'Étrurie ou d'autres régions de Grèce, on trouve d'autres amphores qui ont exactement la même forme. On retrouve ces amphores de production ionienne, donc celle-ci est de production ionienne, celle-là aussi. Celle-là, c'est une production étrusque. On retrouve donc ce bouqueros et cette production très noire, caractéristique des productions étrusques. Et donc, on est dans un espèce d'écosystème où en Étrurie convergent comme ça des vases qui ont la même forme mais qui sont produits dans différentes régions du monde méditerranéen, comme si les ateliers athéniens avaient voulu séduire les Étrusques, mais que les Athéniens n'étaient pas tout seuls dans cette dynamique. Alors, donc, juste un petit mot pour conclure sur ces amphores à colle. Donc, on est face à plusieurs séries d'amphores attiques qui intègrent, attiques et pas seulement, puisqu'on vient de le voir, qui intègrent des éléments morphologiques et décoratifs directement inspirés des traditions sud-ioniennes, et on en trouve quelques-unes en Ionie du Sud, mais elles ne semblent pas avoir été spécifiquement destinées à l'Ionie du Sud, en tout cas certainement pas toutes. Ces amphores sont plutôt destinées à l'Étrurie. Voilà, alors je vais passer là-dessus, mais l'Étrurie n'est peut-être pas la seule région où ces amphores rencontrent un intérêt. Voilà, je passe maintenant à un autre cas de figure. C'est le cas de cette coupe, qui est une coupe qu'on appelle une coupe de Drope, qui a été retrouvée à Milet. Donc Milet, en plein milieu de l'Ionie du Sud. Alors, c'est quoi une coupe de Drope? C'est une forme dans la céramique attique qui apparaît au milieu de la deuxième moitié du VIe siècle. Et en fait, ce n'est pas tout à fait une forme propre des traditions athéniennes. C'est une forme qui elle-même est originaire de Laconie. Donc, ce sont les Laconiens qui, les premiers, vraisemblablement, ont commencé à produire cette forme. Et puis, les Athéniens ont commencé à eux aussi faire leur version de cette forme. Ici, à gauche, vous avez probablement un des premiers exemplaires de cette nouvelle forme à Athènes, donc des coupes de Drope. Et ce qui est très particulier, donc déjà c'est particulier en soi, on a
une forme laconienne qui vient s'immiscer dans les productions attiques. Et en plus de ça, pour simplifier la situation, on a un décor que j'espère vous reconnaissez un peu maintenant. On retrouve une frise ici avec tous ces complexes de volutes, de palmettes, de petits boutons de lotus imbriqués dans les écoinçons, etc. Et ça, encore une fois, ça oriente directement vers l'Ionie du Sud. Ici, je vous donne encore l'exemple de tout à l'heure, un autre exemple juste pour le plaisir. Il y en a des centaines. Alors, très bien, mais pourquoi encore Pourquoi donc, ok, on a un vase qui est décoré avec des éléments de Grèce de l'Est et qui se retrouve avec des éléments ioniens et qui se retrouve à Milet. Donc, probablement, le décor n'a pas été choisi par hasard, mais pourquoi cette forme qui serait d'inspiration laconienne? Alors là, je pense que c'est peut-être un peu plus technique, mais ça vaut le coup de regarder les flux d'importation de céramique dans les sanctuaires de d'Ionie du Sud. Donc Samos, Milet et Samos sont deux grands sanctuaires en Ionie du Sud, où on trouve énormément de céramiques qui viennent de partout autour de l'Égée. Et on voit que, en fait, dans la première partie du VIe siècle, grosso modo, on a surtout des céramiques laconiennes qui arrivent en bleu. Et quelque part, au milieu du VIe, peut-être un peu avant, il y a un switch, il y a une brisure. Les céramiques laconiennes tombent, elles sont de moins en moins importées. Et à contrario, on a la céramique attique qui vient apparaître. Et je vous avais dit que la céramique attique va s'exporter dans des quantités qui étaient jusque-là inégalées. Mais là, vous avez l'illustration. Et notre coupe, elle est produite à ce moment-là. Donc, elle est produite à un moment où, en Ionie du Sud, on ne sait pas trop, l'explication n'est pas très claire, mais où visiblement l'Ionie du Sud n'a plus accès à ces productions laconiennes qui jusqu'alors étaient vraiment les premières importations présentes en Ionie du Sud. Et donc on a ici un atelier athénien qui a choisi de continuer dans cette lignée et à proposer une forme qui est en lien avec les productions laconiennes qui ont connu à ce moment-là un intérêt en Ionie du Sud et de combiner cette forme avec un décor typiquement ionien et dans un contexte où la céramique laconienne est de moins en moins présente en Ionie du Sud. Alors, c'est vraiment un cas très spécifique. Il y a quelques autres coupes de drop qui sont présentes à Milet. Et d'ailleurs, elles sont présentes. Il y a quand même une petite concentration de coupes de drop à Milet, donc ce n'est pas non plus anodin. Mais celle-ci est vraiment probablement une des plus anciennes. Il y en a d'autres aussi qui présentent quelques petits décors en lien avec les traditions d'Ionie du Sud. Donc, il y a vraiment... mais cette coupe-là est vraiment très spécifique. Et en plus de ça, en dessous des anses, de chaque côté, il y a une signature du potier. Donc, il est à chaque fois écrit de chaque côté Amasis Epoiesen ou Amasis Mepoiesen. Amasis m'a fait. Donc, c'est une coupe qui a été faite par le potier Amasis ou l'atelier Amasis. Et visiblement, Monsieur Amasis était fier de cette trouvaille. On va dire ça comme ça. Mais du coup, je dis ça en rigolant, mais en fait, on peut peut-être même se demander si on n'est pas là face à une œuvre de commande, puisqu'on est face à un objet tellement spécifique, avec une signature du potier. Voilà, peut-être qu'on a ici une œuvre qui est destinée à remplir une commande. Voilà, c'est une hypothèse évidemment, mais c'est possible.
Voilà, donc ça c'est tout ce que je viens de dire. Hop. Du coup, tout ça ne nous explique pas comment les ateliers attiques pouvaient-ils connaître les attentes des clients installés à l'étranger. Donc, si on se souvient un petit peu les questions que je posais tout à l'heure quand je présentais les amphores nicosténiennes, eh bien, je pense qu'avec les deux cas que je viens de vous montrer, c'est clair que les amphores nicosténiennes ne sont pas un cas isolé. L'atelier de Nicosthenes n'est pas le seul atelier qui essaye de regarder ce qui se passe en dehors de l'Attique. Les ateliers athéniens ne regardent pas que vers l'Étrurie, ils regardent aussi ce qui se passe en Laconie, ils regardent aussi ce qui se passe en Ionie. Certains ateliers sont vraiment ouverts à tout ça. La question c'est maintenant, comment est-ce que ces ateliers arrivent à être éveillés sur tout ça, sur ce qui se passe en dehors d'Athènes. Alors, il y a on peut formuler deux grandes hypothèses. Alors, soit on a des artisans qui bougent d'une région à l'autre, et par exemple, on pourrait avoir des artisans immigrés qui sont présents à Athènes, par exemple des artisans ioniens qui sont présents dans les ateliers. On a parfois parlé d'artisans athéniens qui bougeaient et qui donc, au fur et à mesure de leur déplacement, pouvaient un petit peu prendre le pouls de ce qui se passait dans d'autres régions. Alors, au niveau des artisans immigrés ioniens, donc c'est pas du tout une hypothèse qu'il faut écarter. Il faut dire aussi, je ne l'ai peut-être pas tout à fait signalé tout à l'heure, mais au VIe siècle, donc il y a toute une discussion à ce sujet parce que dans les régions d'Ionie et même les régions voisines de l'Ionie, il y a beaucoup de problèmes politiques. On le voit dans les textes. Les cités qui sont grecques, qui sont installées dans ces régions, sont menacées par les royaumes anatoliens voisins, la Phrygie, la Lydie en particulier, et il y a des destructions et il y a des mouvements de population. On parle dans des textes de réfugiés ioniens, on ne sait pas où ils vont, mais en tout cas, à Athènes, il y a, par exemple dans la sculpture, des accents ioniens qui apparaissent et qui donnent l'impression qu'on a dans certains ateliers un influx ionien qui arrive à cette période-là, et pourquoi pas dans les ateliers attiques. Et avec tous ces exemples que j'ai donnés, on a aussi cet influx ionien qui vient apparaître. Alors, cette hypothèse est tout à fait valide. Il y a une autre hypothèse qu'on peut formuler, c'est l'idée que les artisans athéniens, les ateliers athéniens, sont en relation avec des intermédiaires qui les guident et qui leur expliquent un petit peu ce qui peut se passer en dehors de l'Attique, et peut-être en particulier des réseaux de marchands. Alors, moi, je pense que les deux hypothèses peuvent tout à fait coexister, mais on parle souvent de cette hypothèse-là, et je voudrais maintenant un petit peu explorer aussi ce lien possible avec des réseaux marchands. Et je vous propose de revenir sur l'atelier d'Amasis pour faire ça. Alors, on a déjà parlé de l'atelier d'Amasis pour cette coupe. Je vous ai dit qu'il était signé 2 fois. Je ne vous l'avais pas dit, mais cette amphore, elle est aussi produite par l'atelier d'Amasis. Donc, on a dans l'atelier d'Amasis toute une série de productions qui présentent des éléments d'inspiration ionienne. Mais pas que, hein. On a aussi des productions qui sont plus classiques par rapport aux traditions attiques. Et donc, certains auteurs, c'est une assez vieille discussion, ont proposé que Amasis ait été lui-même un artisan ionien installé à Athènes,
ou en tout cas un artisan baignant dans le monde ionien avant d'arriver à Athènes. Alors, c'est pas impossible du tout, et je suis le premier à dire que dans tous ces vases, il y a énormément de choses qui pointent vers l'Ionie. Mais je voudrais quand même rappeler que dans cet atelier, on trouve aussi des formes d'inspiration étrusque. Alors, il ne faut pas être trop simpliste et dire puisqu'il y a des éléments d'inspiration ionienne, alors on a un artisan qui est d'office ionien. Parce que si on poursuit ce raisonnement-là, alors on a ici un artisan Amasis qui est à la fois ionien, à la fois étrusque. Et ça me semble être un petit peu trop compliqué. En tout cas, quelle que soit son origine, je pense qu'il faut plutôt formuler les choses comme ça, quelle que soit son origine, on est face à un artisan, à un atelier qui est extrêmement attentif à ce qui se passe en dehors d'Athènes, en particulier en Ionie, en Laconie, en Étrurie. Alors, je voudrais parler aussi de la distribution de tous ces vases qui sont associés à l'atelier d'Amasis. Donc ici, je vous ai mis une carte avec la distribution de tous ces vases, connus évidemment. On ne les connaît pas tous, normalement. Sinon, ce serait trop facile. Vous voyez que en violet, j'ai mis les plus grandes concentrations. Et on retrouve le sud de l'Étrurie, Athènes, l'Ionie du Sud et Naucratis. Je pense que ce n'est pas anodin. C'est les trois régions vers lesquelles Amasis est spécifiquement attentif dans ses productions. Alors, peut-être un petit mot sur ces comptoirs de Naucratis et de Gravisca. Alors, en fait, on a retrouvé donc ce sont des comptoirs commerciaux, ce ne sont pas des cités en tant que telles. On a retrouvé dans ces deux sites un sanctuaire qui était visiblement attaché à un petit port, ou un petit, ça, on ne sait pas la taille, mais un port en tout cas. Et dans ces sanctuaires, on a trouvé énormément de céramique, grecque en particulier. Et une grande partie de ces céramiques, pas toutes, mais une partie importante, comporte des dédicaces, c'est-à-dire qu'elles sont inscrites avec le nom du dédicant. Ici, on a une coupe, il est inscrit Iblésios Erei, donc Iblésios pour Héra. Donc, sous-entendu, Iblésios a offert cette coupe à Héra. À Naucratis, on trouve le même genre de situation avec le même type de dédicaces. Alors, ces dédicaces, il y a eu beaucoup de discussions sur ces dédicaces. En fait, d'abord, ce qui est intéressant, c'est de constater que ce sont des individus, les noms pointent vers l'Ionie. La plupart des noms sont des noms ioniens. Ensuite, le dialecte qui est utilisé est un dialecte ionien. Rei, ce n'est pas la forme attique, c'est la forme ionienne. Donc probablement que ces individus qui dédicacent sont eux-mêmes des ioniens. Alors il y a aussi une discussion parce qu'il y a plusieurs noms qui reviennent plusieurs fois d'un site à l'autre. Par exemple, ce certain Iblésios, on a aussi un certain Iblésios qui apparaît à Naucratis. Alors on peut envisager que ça a été la même personne, c'est pas certain, c'est une hypothèse. Il y a d'autres noms comme ça qui reviennent. Également sur toute une série de kaliskiotes qui sont aussi exportés à la fois vers Naucratis et à la fois vers Gravisca. Alors, je dis tout ça parce qu'en fait, cette coupe-là, elle est aussi associée à l'atelier d'Amasis.
Donc, on a au moins un cas où Amasis a fourni un de ses dédicants pour le sanctuaire de Gravisca. Ce n'est pas le seul cas, puisqu'on a une autre situation similaire. Je vous avais dit qu'à Milet, on avait trouvé, je vous ai montré une coupe de drop particulière, mais il y en a quelques autres. Je vous avais dit qu'il y en avait quelques autres. Il y a celle-ci aussi, qui est également attachée à l'atelier d'Amasis. La signature n'est pas là, mais le style est très clair. Et ici, c'est un certain Protis qui a offert à Aphrodite. Alors, évidemment, on ne sait pas on n'a pas d'autres informations sur ce Iblésios, sur ce Protis, mais on peut imaginer que ce soit des gens qui soient associés au monde des marchands, peut-être des marins eux-mêmes, peut-être des individus qui possèdent une compagnie commerciale, qui possèdent des bateaux. Alors peut-être que ce n'est pas eux-mêmes qui font les voyages, peut-être qu'ils demandent à leurs équipages de faire le voyage avec la marchandise, et quand ils arrivent à bon port, de dédier une coupe dans un sanctuaire, quand ils arrivent en Étrurie ou quand ils arrivent à Naucratis. Voilà, c'est pas très clair, mais tout ça est lié quand même très probablement au monde des marchands. À Gravisca, on a trouvé aussi toute une série d'objets dédicacés qui sont directement liés au monde des marchands. On a trouvé des ancres de bateaux où on trouve le même genre de dédicaces avec des noms ioniens. Alors, je parle beaucoup des Ioniens. Il n'y avait pas que les Ioniens. Dans toutes ces dédicaces, les Ioniens sont très présents, surtout au VIe siècle, au milieu du VIe siècle. Mais on a parfois aussi des dédicaces d'autres régions. Et puis, on a beaucoup de vases qui ne sont pas dédicacés, donc on ne sait pas s'ils ont été offerts, et si c'est le cas, s'ils ont été offerts par des gens qui viennent d'autres cités. En tout cas, ces Ioniens qui dédient des vases, ils dédient pas seulement des vases ioniens, ils dédient aussi des vases attiques. Donc, ces Ioniens qui font peut-être eux-mêmes le voyage ou qui opèrent le voyage, ils aiment bien dédier de temps en temps, même souvent, des vases pas forcément ioniens, pas forcément de chez eux, mais des vases attiques. Donc, au vu de tout ça, on se rend compte que l'atelier d'Amasis, donc c'est bien un atelier qui produit différents types d'adaptations. Il regarde à la fois vers l'Ionie du Sud, à la fois vers la Laconie, à la fois vers l'Étrurie. On a vu qu'il a produit des vases parfois spécifiquement pour l'Ionie du Sud, parfois des vases qui sont plutôt orientés vers l'Étrurie. Mais on voit maintenant aussi que c'est un atelier qui fournit, au moins dans plusieurs cas, des individus qui sont probablement liés à un réseau de marchands ioniens. Et donc, ce réseau opère de part en part de la Méditerranée, soit du côté de l'Étrurie, soit du côté de l'Égypte, et gravite évidemment autour de l'Ionie du Sud. Alors pourquoi est-ce que ces réseaux de marchands qui sont visiblement attachés à l'atelier d'Amasis ne pourraient pas aussi avoir guidé des ateliers comme celui d'Amasis dans leur choix, dans leur production, pour mieux répondre à des demandes particulières en dehors d'Athènes? Alors, oui, je pense qu'on peut arriver tout doucement à la conclusion. Donc, certains ateliers athéniens se sont clairement inspirés de productions étrangères. J'espère que c'est clair. Le phénomène est relativement fréquent. Alors, j'ai peut-être mis ça. C'est pas tous les vases grecs qui sont, tous les vases attiques qui sont pleins d'inspiration, mais
Je veux dire par là qu'il n'y a pas que les amphores nicosténiennes dont on parle chaque fois. Quand on creuse, en fait, on trouve toutes sortes de ces inspirations, toutes sortes d'interactions, soit à grande échelle entre l'Attique et l'Étrurie, soit à plus petite échelle entre l'Attique et l'Ionie, qui est juste en face de la Méditerranée, ou l'Attique et la Laconie. Et que toutes ces interactions sont parfois difficiles à démêler et elles ont un rôle très important dans le renouvellement progressif des différentes traditions céramiques des différentes régions de Grèce. Ces sources d'inspiration sont tout aussi diverses. Alors, on a vu plusieurs cas de figure. Tantôt, on a des adaptations qui sont spécifiquement produites, peut-être tellement spécifiquement qu'on peut se demander si ce n'est pas à destination d'un client particulier une commande. Et là, je pense en particulier à cette coupe de drôpe dont on a parlé. Parfois, on a des adaptations qui sont produites à destination d'une région ciblée, mais un peu plus large. Parfois, on a des productions qui sont vraiment en grand nombre, en série, comme par exemple ces 2 amphores. Parfois, on a des productions qui sont plus réduites. Voilà, alors j'ai pas voulu multiplier les cas de figure pour pas vous assommer non plus, mais il y a aussi d'autres cas de figure que ceux-ci. Voilà, j'ai mentionné par exemple les calices chiotes, c'est une forme typique de chios. On trouve quelques exemplaires de calices chiotes produits à Athènes. Alors, on a aussi des productions qui sont produites pour l'exportation, mais qui ciblent peut-être pas nécessairement une zone spécifique. C'est pas toujours évident. Par exemple, pour ces amphores de type standard, on a vu qu'un très très grand nombre se retrouvait en Étrurie, mais il y a quand même des régions où ces amphores ont abouti et où elles correspondent peut-être bien aussi à des attentes locales, par exemple en Ionie du Sud. Donc ces amphores ont beaucoup abouti en Étrurie, mais aussi quelques-unes en Ionie du Sud, parfois aussi à Rhodes, par exemple, où on a aussi beaucoup d'amphores ioniennes qui sont présentes. Alors, je ne sais pas si c'est un phénomène qui est, tous ces jeux d'adaptation, qui est clairement organisé, systématique à l'échelle de la production, de l'ensemble de la production attique. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment utiliser le mot de stratégie commerciale dans le chef des artisans, des ateliers. Est-ce qu'ils ont vraiment développé ensemble une stratégie commerciale aussi bien rodée? À mon avis, c'est plutôt ça, c'est vraiment mon intuition, mais c'est plutôt le fait d'ateliers qui, en fonction de leurs contacts, développent certaines productions. Alors, comment expliquer l'apparition de ces adaptations? Eh bien, on a vu que la mobilité d'artisans est possible. On a parlé notamment du fait qu'il était tout à fait possible que des artisans ioniens aient intégré les ateliers attiques. Mais je pense qu'il ne faut pas négliger non plus le rôle des réseaux d'échange. Et pour cause, je voudrais insister encore sur cette slide. Ces phénomènes d'adaptation, ils apparaissent en Attique dès la première moitié du VIe siècle, timidement, et après ils s'intensifient dans la seconde moitié. Et ça va vraiment de pair avec cette ouverture d'Athènes dans les réseaux d'exportation de céramique. C'est vraiment en parallèle que Athènes développe son exportation et parvient petit à petit à attirer l'attention de toute une série d'acheteurs, de consommateurs dans des régions éloignées comme l'Étrurie ou l'Ionie. Et donc, je vous rappelle qu'en Étrurie, on avait cette situation avec des vases attiques d'une certaine forme qui sont
qui aboutissent en parallèle avec d'autres vases de la même forme, mais qui sont produits dans d'autres régions du monde. Donc je pense que les ateliers attiques ont utilisé cette dynamique d'adaptation aussi pour mettre d'une certaine manière le pied à l'étrier dans les réseaux d'exportation et petit à petit gagner exporter davantage leur céramique et détrôner petit à petit d'autres centres de production qui exportaient aussi à ce moment-là, comme l'Ionie, comme la Laconie, qui au milieu du VIe siècle commence à exporter de moins en moins. Voilà. Merci à tous pour...